C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez encore jamais vu ni entendu. C'est le roman de l'homme. Au terme de siècles d'indifférence, l'aventure de l'homme à la recherche de son origine se poursuit. En 1847, Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes a identifié l'outil préhistorique dont il a fait la preuve de l'ancienneté de l'homme. Décidément, on ne veut pas que l'homme soit vieux. Et pourtant, il l'est. Toutes les négations du monde ne le rendront pas plus jeune. 9 ans plus tard, on a trouvé à Néandertal, en Allemagne, le crâne de l'homme qui tenait l'outil. 35 ans encore, on va découvrir l'art. Regardez cet homme. Il va nous accompagner tout au long de notre recherche. Il est français, il se nomme Élie Faure. Il avoue sans honte et sans orgueil qu'il est autodidacte. Il va consacrer toute sa vie à l'histoire de l'art. Il dit « Je cherche, et je suis déjà certain de ne jamais vivre assez longtemps pour trouver ». Il a 6 ans quand une jeune fille découvre des peintures surprenantes sur le plafond d'une grotte à Altamira, dans les monts Cantabriques en Espagne. Elle accompagne son père, Don Marcelino Sáenz de Santuola, un passionné de préhistoire. Il leur a fallu ramper, nager, revenir en arrière, recommencer, avant de parvenir après plus d'1 kilomètre de fouilles à l'éblouissement. Altamira est venu, comme un art monumental, montrer que les hommes ne savaient pas simplement faire des objets, passer leurs loisirs d'hiver, les longues soirées d'hiver, comme on disait. Non, faire une figure, dessiner un bison, peindre un cheval sur une paroi, c'est autre chose. Et cette idée était tellement renversante qu'elle a provoqué bien sûr une polémique, comme beaucoup de nos découvertes, pas simplement en préhistoire. Cette fois encore, l'incrédulité prévaut. Il en va pour l'art comme pour le silex et pour le crâne. On dirait que l'homme moderne refuse d'avance son ascendance inconnue. Pourtant l'homme est vieux, mais on craint à force de le chercher, cet homme, de se savoir un ancêtre inavouable. Toujours la hantise du grand singe. Alors les fresques d'Altamira, même superbes, mieux vaut les attribuer à des bergers du Moyen-Âge. Des figures admirables qu'un grand artiste a pu seul réaliser de par le dessin sûr, abrégé, volontaire. L'art qui exprime la vie est mystérieux comme elle. Il a été, dès ses plus humbles origines, la réalisation des pressentiments de quelques-uns. Et puis la polémique retombe un petit peu dans l'oubli jusqu'au moment où en France, des passionnés, des amateurs, comme l'on dit, paléontologues, préhistoriens sans le savoir, vous avez de la préhistoire, comme on fait de la prose sans le savoir, eux ont découvert aussi des sites. Il y en a un tout près d'ici, Lamoute, extraordinaire, grotte de Lamoute. Lamoute, le petit-fils du découvreur, M. Lapeyre, veille toujours sur l'abri sous roche, d'où part le souterrain, peuplé de gravures. Le silex, les os, tout ça, ça n'intéressait personne à l'époque. On avait découvert quelques années, 2-3 ans avant, Altamira, mais on avait dit c'est les bergers qui se sont amusés à faire des dessins. Et là, quand ils ont découvert la moute, donc, les dessins, ils ont dit c'est pas possible, ils n'avaient pas de lumière. Mais comment pouvait-on dessiner sans lumière? Et voilà, c'est ça le problème, j'ai vu là, Donc il fallait le feu sur pour la photocopie qu'on m'a envoyée l'autre jour. Voilà. Ils ont dit c'est pas possible, il n'y avait pas de lumière. Donc il aurait fallu Il faire fallait ça en aveugle. Ça peut pas être des hommes préhistoriques.
Et pourtant, ce sont des hommes. Oui. Et alors, il a fallu que Rivière, un jour, un de ses ouvriers ait cassé un bout de pierre, la lampe de la motte. Voilà. Et voilà, elle était cassée en 3 morceaux. Ils ont vu qu'il y avait un corps noir dedans. Il y en a un qui a dit c'est une lampe. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Mon grand-père a continué à faire des terrassements un peu. C'était pas des fouilles, c'était des terrassements. Et alors, il est arrivé à ouvrir le passage là-bas par hasard. Et c'est M. Berthomeillot, l'assistant de Rivière, le fils de l'hôtel de la gare, qui l'a averti qu'ils avaient ouvert un trou. Et en explorant ce trou, ils ont découvert à 97 mètres de l'entrée des dessins gravés sur les parois qui ont remis en question la grotte d'Altamira en Espagne. Élifort retrace la naissance des premiers gestes. L'un des hommes de la tribu est habile à tailler une forme dans un os. En rentrant de la chasse, il ramasse un bout de bois pour lui donner l'apparence d'un animal, un morceau d'argile pour le pétrir en figurine, un os plat pour y graver une silhouette. L'art est né. En 1881, on découvre dans les Pyrénées la grotte de Marsoulas, que l'on appelle également la grotte des Fées. En 1883, c'est en Gironde, près de Marcant, que M. Dallot découvre la grotte de Père-non-Père. Et puis 1901, à quelques kilomètres d'ici, les 2 grottes jumelles extraordinaires, merveilleuses, jumelles mais différentes, des fausses jumelles, Font-de-Gaume et Combarel. C'est un jeune ecclésiastique, l'abbé Breuil, qui partage son temps entre le sacerdoce et les fouilles, qui vient inventorier, décalquer et analyser toutes les gravures et les peintures des grottes. Les Combarel, sur la commune des Hésides-Taillac, est une grotte couloir comportant essentiellement des gravures. À quelques kilomètres de là, Font-de-Gaume, appelée aussi la grotte du Sourd, comporte des gravures, ainsi que des peintures, dont notamment une frise où se superposent bisons et mammouths. La plus vieille humanité connue habitait les grottes innombrables de la Haute Dordogne, près des rivières poissonneuses qui viennent au travers des rochers roux et des forêts d'une région boursouflée de volcans. C'était là le foyer central de l'art. Une guirlande de grottes. L'art préhistorique devient si évident qu'en 1901, on se décide enfin à reconnaître officiellement l'authenticité des fresques d'Altamira. Les découvertes se multiplient. 1902, Bernifal, 1906, Niaux, et le 21 juillet 1914, la grotte des Trois Frères. « 15 jours plus tard, c'est la guerre de la revanche, qui devient très vite la guerre des tranchées. Une autre grotte en 1922, Pêche-Merle. Ténèbres sous terre, tourbillon de lumière au-dessus. Dans les grottes, un art de la nuit des temps, un art caché, difficile d'accès, un art qui se mérite, et en surface, une explosion irrépressible. Les murs parlent, les musées exposent des œuvres d'avant-garde, le jamais vu court les rues. Le 1er septembre 1939, de nouveau, c'est la guerre. Puis la défaite, l'occupation. La France coupée en deux. Et c'est dans ce pays humilié par la présence de l'ennemi qu'en l'automne 1940, le Périgord, encore en zone libre, va faire le fabuleux cadeau de l'art multimillénaire des vaincus.
Le 8 septembre 1940, le jeune Marcel Ravida se promène dans les bois de Lascaux avec des camarades et avec son chien Robot. Celui-ci s'élance à la poursuite d'un lapin, on le suit, il tombe dans un trou profond. Écoutez ça un peu. Le garçon y descend pour l'en sortir, il découvre l'entrée de la grotte. Un rêve de trésor. C'est peut-être la sortie du souterrain. On n'a pas pu descendre parce qu'on n'avait pas de lampe et on n'avait pas de corde. Autrement, tout le monde serait descendu sur les 8 que nous étions, les 8 copains. Et elle a décidé, De revenir le dimanche suivant, voilà, tous ensemble. tous les 8. Et M. Ravida, il va remonter le jeudi. Avec Marseille. 4 jours plus tard, le 12, Ravida, flanqué de 3 copains de son âge, retourne sur les lieux. Cette fois, ils se sont équipés pour une expédition et ils font l'inoubliable découverte. « 46 ans plus tard, les protagonistes se retrouvent alors qu'ils ne s'étaient jamais plus parlé. La grosse faute pour notre première équipe, c'est que ton Tu frère... n'as pas voulu rester, tenir ta parole qu'on avait dit. C'est que ton frère n'est pas venu nous suivre. On avait dit qu'on viendrait le dimanche suivant. Et Oui, mais moi il me tardait une chose, de voir ce trou. Ben oui, mais Et on avait décidé d'y aller tous ensemble. Ton frère était de repos, moi il me tardait une chose que d'y rentrer. Alors, monsieur l'abbé, Et c'est tout naturellement l'abbé Breuil qui est appelé en consultation. C'est presque trop beau. vous allez bien nous dire quelques mots. Oui, bien sûr. Monsieur l'abbé Breuil va nous parler. Venez, monsieur l'abbé. Merci, madame. 25 000 ans, 30 000 ans, selon mes premières estimations, viennent de nous être révélés. D'accord avec M. Peyronnet, je pense que tout l'ensemble de Lascaux représente un art antérieur aux Magdaléniens et aux Solutréens. Cette grotte constitue la plus belle nef de la préhistoire découverte à ce jour. En un mot, la chapelle Sixtine du Périgordien. Le monde tout entier a sombré dans la guerre. Partout il flambe. Le Blitz, l'Angleterre vit sous les bombes. La France souffre sous la botte allemande. Et en zone sud, Il y a un moment qui est un moment de contemplation vertigineux quand on rentre à Lascaux, fantastique. On est renversé par la beauté de Lascaux quand on est dans la rotonde. La rotonde, elle est là comme une mise en scène extraordinaire qui est encore donnée au monde véritablement des vivants, au monde. On pourrait même imaginer presque des initiés dans cette rotonde de Lascaux. On a une mémoire visuelle, mais l'odeur, je crois que ça reste autant. Et ça va toujours rester. Il y a toujours une ambiance d'humidité qui fait ressortir des odeurs de terre, des odeurs de feuilles, d'un peu de décomposition de plantes, qui est une odeur tout à fait spéciale. dur, pénible travail que c'est relevé. Marcel Ravida, qui a procédé sous la direction de l'abbé, dit qu'allongé sur le dos, les bras tendus, même jeune, on ne pouvait tenir plus de 3 heures par jour. C'est un travail qui est très pénible, il faut avoir toujours les bras en l'air et relever des traits. Et toutes les 10 minutes, Ravida, c'est repos. On fumait une cigarette et pendant ces 10 minutes, un quart d'heure de repos, de fumer la cigarette, il nous racontait ce qu'il avait eu dans les grottes, Altamira, Cabreret, Fond de Gomme, les fouilles de Castelmerle. Bon, c'était un puits de science.
Si on pénètre davantage dans Lascaux, on est fasciné par cette pénétration progressive jusqu'au plus profond d'une grotte. Et le plus profond de la grotte à Lascaux, c'est précisément ce qu'il y a de plus secret, ce qu'il y a de plus discret. On voit bien que la démarche est infiniment plus difficile. Elle provoque la réflexion, elle provoque la méditation, mais la méditation progressive. Quand j'ai travaillé à Lascaux, j'ai eu vraiment le sentiment, et ensuite en regardant de plus près les parois, que l'on avait affaire plutôt à un groupe d'individus, à un groupe d'artistes. Il y a une conception, il y a une unité à Lascaux évidente. Il y a en quelque sorte un projet, pour reprendre un vocable actuel. Il y a une volonté de transformer cette architecture naturelle extraordinaire de Lascaux et très diversifiée, de la transformer en chapelle, hein, en lieu de culte si vous voulez, en sanctuaire, peu importe. Les images, on voit bien que Lascaux n'est plus une grotte, c'est bien plus qu'une grotte. Ça, on le sent. Et ça, on ne peut pas l'imaginer sans quelqu'un qui préside, qui organise tout ça. En même temps, quand on regarde dans le détail les gravures et les peintures de Lascaux, on perçoit des différences très sensibles, des manières, des mains différentes qui nous font penser, ou qui me faisaient penser, j'engage ma responsabilité en disant ça, qui me faisaient penser que l'on n'avait pas affaire à un seul individu, loin de là, et peut-être pas à la même période. Au bout du compte, le dernier qui est venu à Lascaux a ou aurait intégré la totalité du dispositif pariétal. Il accueille en quelque sorte en son sein imaginaire ce qui lui vient du passé et son propre présent qu'il va jeter pour ce futur que j'évoquais à travers le temps vaincu. Le dernier magdalénien de Lascaux a fait sien Lascaux, même s'il y avait là des gravures ou des peintures qui ont plusieurs siècles. L'art est un appel à la communion des hommes. C'est le seul lieu et le seul temps au monde où l'on trouve cet art secret, coupé du réel, coupé du quotidien, qui est sous terre. L'événement pariétal est propre à ces cultures de sapiens qui viennent peu à peu débouter le Néandertal de son territoire dans le grand Finistère eurasiatique. Ce sont eux qui sont porteurs, dans le sens le plus profond du terme, porteur d'une nouvelle relation au monde qui est cette capacité de représenter, de créer du sens, de faire habiter le paysage, pas simplement d'individus, de techniques, mais d'êtres imaginaires qui vont être une trame de relations sociales. C'est ça l'extraordinaire nouveauté de ces sapiens modernes en Europe. Froid, humidité, ténèbres. C'est l'impression qui saisit quiconque pénètre pour la première fois dans une grotte. On ne comprend ni comment nos ancêtres ont fait, ni pourquoi ils l'ont fait. La fresque est née de la terre, et sous la terre, comme une graine, presque clandestinement. L'art s'est d'abord caché, comme si dehors il courait un danger. Exactement comme le font à partir du 8 novembre 1942 les jeunes découvreurs devenus maquisards pour échapper aux Allemands qui viennent de franchir la ligne de démarcation. Le signe qui vient sous terre est éminemment construit par l'âme de la société. Il exprime directement cette société et pourtant il en est coupé. On peut s'interroger donc sur le pourquoi de ce signe, mais son existence par elle-même est déjà valeur de symbole, est déjà la manifestation du pouvoir fantastique que les hommes se sont donnés à eux-mêmes pour organiser entre eux des relations de signification, de sens. Les représentations dans les grottes, on peut en faire 3 catégories très rapidement. Ce sont les animaux, je dirais, objectifs, identifiables, tels qu'ils les ont vus et tels qu'on peut éventuellement les voir comme des chevaux ou des bisons.
il y a des signes, les fameux signes qui permettent de coder tous ces messages, les figures géométriques, les triangles, les cercles, les signes quadrangulaires cloisonnés, etc., etc. Et puis, il y a les représentations humaines. Les représentations humaines, elles ont ceci de tout à fait particulier qu'elles ne ressemblent à rien d'autre qu'elles-mêmes. L'homme n'a pas donné de lui-même une image fidèle. Pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il est difficile de répondre à la place des préhistoriques. Ce sont les trois grandes catégories. Mais il se trouve qu'en plus, il y en a une, on met un peu n'importe quoi, c'est dommage, on met par exemple des figures indéterminées. Indéterminées par nous, préhistoriens, mais indéterminées par les préhistoriques eux-mêmes. Ils ont fait un trait, deux traits, qui ne sont pas intelligibles, qui sont bien sûr des marques peut-être très fortes au point de vue du sens, mais qui ne sont pas intelligibles. Et puis dans cette catégorie, il y a des animaux que l'on dit imaginaires, des êtres hybrides. Eliphore l'a observé devant ces représentations innombrables d'attributs sexuels, phallus ou vulves. Au début, tout pour le primitif est naturel. Dessiner ou modeler un sexe masculin ou féminin, c'est dire le plaisir, et sans doute déjà la fécondité, donc la vie, et devant soi toute la société des hommes. La main, quel symbole, c'est notre ancien pied de quadrupède. C'est la partie de notre corps qui tient l'outil. C'est elle qui nous permet de faire. Souffler sur elle, après l'avoir plaquée sur la paroi d'une grotte, c'est en quelque sorte signé de son nom d'homme. Alors, l'homme de la préhistoire a donné de sa main une multitude d'images, mais toujours faites de la même façon. On trouve des mains négatives, c'est ainsi qu'on les appelle, dans le monde entier. Des milliers et des milliers de mains. Est-ce que toutes les mains signifient la même chose? Il est absolument impossible de répondre à cela. Ceci étant, et juste pour faire très rapidement une analyse un tout petit peu plus approfondie, la main est par essence ce qui me relie le mieux au monde. Depuis le berceau, la main du bébé est le premier signe qu'il voit de relations sociales dans la mesure où sa mère lui répond et elle-même agite la main. Et bébé agite sa main et apprend à le faire. Et il y a là quelque chose dans la représentation de la main qui est probablement tout à fait fondamental en tout homme et qui est, je dirais, par excellence la définition même de l'homme. Alors même si on ne sait pas dire ce que signifient ces mains, on peut dire qu'elle signifie d'abord et avant tout une affirmation, celle d'une identité. Le surnaturel n'apparaît qu'avec le savoir. La fresque des cavernes est donc probablement la première trace visible de la religion, qui va désormais poursuivre sa commune route avec l'art. Ni art, ni religion dans le sens concret et réel du terme, mais profondément les racines des arts et des religions dans toutes ces formes qui nous viennent des premiers sapiens modernes. On est là dans la même communauté. Leurs paroles n'existent plus, leurs signes sont difficiles à décoder, mais ils témoignent bien de cette extraordinaire surrection des hommes de la nature, dans la nature, mais qui se tournent vers d'autres qu'eux-mêmes, ou vers d'autres êtres que leurs êtres qui créent tout ça. Donc ni art ni religion, mais cependant quelque chose qui s'enracine, qui nous donne toute cette grande dimension humaine par rapport à tous les êtres de la nature. Comarque, notre caverne de Platon. Il suffit de descendre plus bas dans la grotte préhistorique profonde. Denis Vialou y pénètre avec le souvenir de ses premières visites.
en compagnie d'André Leroi-Gourhan, le grand ethnologue français disparu, auteur de Préhistoire de l'art occidental et du geste et la parole, et aussitôt, les images lui reviennent. Je revois ce visage extraordinairement profond, ce regard de Leroi-Gourhan, qui était un homme terriblement timide, qui avait du mal à s'exprimer et qui retrouvait en quelque sorte le sens de la communication, l'envie de parler dans la grotte. Alors ici, à Comarque, dans ce petit couloir étroit et sinueux, on était l'ombre de Leroi-Gourhan à cette époque-là. Et être l'ombre de Leroi-Gourhan, c'est vraiment fantastique. Voilà ce qui évoque pour moi ce site extraordinaire de Comarque. Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l'enfer.